2 jours après le second tour de l'élection présidentielle et un taux d'abstention record, un nouveau quinquennat s'ouvre et toutes les questions restent ouvertes. Comment réconcilier la jeunesse avec l'engagement, notamment politique? Comment améliorer aussi l'engagement au sein des entreprises, notamment en matière d'écologie durable? Et bien pour en parler, nous accueillons notre invitée, l'entrepreneur et essayiste Flora Gebali. Bonjour Flora. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous avez fait partie aussi du classement Forbes des 30 personnalités les plus influentes âgées de moins de 30 ans, ce qui est vraiment remarquable. Et vous avez publié il y a maintenant quelques mois ce livre « Ma génération va changer le monde » aux éditions donc de l'Aube, un plaidoyer pour redonner du sens à notre travail, à nos entreprises et à l'action politique. Et donc justement, c'était intéressant aussi de vous entendre ce matin pour commenter cette campagne électorale qui s'achève. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord peut-être une petite question pour vous, pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. Vous expliquez dans votre livre justement que vous avez toujours eu un sens assez inné de l'engagement depuis toute petite. C'est aussi, je crois, un lien familial que vous perpétuez puisque vous dédiez ce livre à votre grand-mère, Eliane, une ancienne journaliste féministe. Est-ce que vous pouvez justement nous parler brièvement peut-être de votre parcours et pourquoi aussi cet engagement si tôt, puisque vous avez que 28 ans, je crois, de ce que vous avez créé aussi aujourd'hui? Écoutez, on m'a beaucoup posé cette question des racines de mon engagement et si je sais pas le dater, je sais que j'ai grandi dans une famille où on parlait de politique à table. Et ça paraît anodin, mais chacun a sa manière dans ma famille. Donc j'ai une grand-mère féministe, j'ai une sœur qui est végétarienne depuis les années 90, ce qui à l'époque était original. J'ai un père qui a dédié sa jeunesse au militantisme antiraciste. Et c'est vrai que chacun a sa manière, a un engagement pour le pays, pour une cause qui lui tient à cœur. Et je me dis souvent, je fais le parallèle avec les familles où on suit le foot depuis l'enfance, alors ce qui pour le coup est pas mon cas, mais je pense que quand on a suivi le foot depuis sa tendre enfance, il y a forte chance qu'on reste un supporter toute sa vie. Et moi c'est pareil, c'est pour ça que je dis en rigolant dans mon podcast, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et c'est pas parce que on est spécialement engagé dans ma famille, parce que je suis la seule à avoir fait à un moment de ma vie de la politique mon métier, mais c'est parce que effectivement il y a cette culture familiale, il y a ne serait-ce que cette idée simple qui est de prendre position. Et ça, c'est vraiment la base de l'engagement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a constitué l'Assemblée nationale. Vous savez, la droite et la gauche. On a dit ceux qui sont, j'y vais basiquement, mais ceux qui sont contre le roi, vous allez à gauche. Ceux qui sont pour le roi, vous allez à droite. Et comme ça, on a créé l'Assemblée nationale. Et finalement, je pense que l'apprentissage au positionnement politique, à se dire, voilà, dans une société, il y a des choses avec lesquelles je suis en accord, en désaccord, et à partir de là, je suis capable de débattre et de structurer un argumentaire. C'est quelque chose qui manque dans l'éducation collective de notre jeunesse, ça c'est sûr, que ce soit à l'école ou dans la sphère familiale. Ça, on va en parler. Alors, 10 ans d'engagement associatif. Vous avez aussi fréquenté l'Élysée au service presse avant de rejoindre la fondation La France s'engage, lancée par François Hollande. Et puis, vous avez donc créé votre agence d'innovation écologique et sociale. Aussi, c'était important de vous lancer dans votre propre projet. Vous avez donc un peu quitté la politique pour faire autre chose, finalement. Alors, je crois pas avoir quitté la politique. Je crois que c'est la politique qui a un peu quitté elle-même la politique. Moi, je pense que la politique, c'est vraiment l'affaire de tous. Et en fait, la politique au sens philosophique du terme, c'est juste les affaires sociales. C'est juste se demander quelles sont les conditions du vivre ensemble et comment on y contribue individuellement. Et donc, moi, je fais de la politique fièrement dans ce sens-là. Je fais pas de la politique partisane. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu transmettre comme idée à travers le livre. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment éloignés des urnes, qui ont même pas voté aux dernières élections, et on va y venir, j'en doute pas, et qui pourtant font de la politique dans le sens qu'ils conçoivent leur action dans un collectif. Et je pense que déjà ça, c'est avoir une conscience assez élevée de la société, et c'est agir pour les autres et pour soi. Alors justement, on va parler de l'abstention. Donc Emmanuel Macron, on l'a dit, réélu à 58,54% des voix face à sa rivale Marine Le Pen, 41,46% des voix. Quand même une progression de l'extrême droite assez inquiétante. Et donc ce chiffre de l'abstention, selon une enquête Ipsos, ceux qui ont le moins voté, eh bien, ce sont les plus jeunes. 41% des 18-24 ans, 38% des 25-34 ans et 35% des 35-49 ans contre 15% pour les 70 ans et plus. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne et qu'est-ce que ça symbolise pour vous ?
Alors, la première chose à dire sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse. Il y a plein de jeunesse. Dans mon livre, j'ai jamais eu l'ambition d'uniformiser cette jeunesse qui a des réalités territoriales, sociales, économiques, culturelles très différentes. Et tous les sondages qui sont sortis sur la jeunesse cette année avaient le même constat, donc ça c'est sûr. Il n'y a pas une jeunesse et pire que ça, encore, la jeunesse comme les autres générations, si ce n'est plus, est touchée par ce que moi j'appelle les bulles cognitives, à savoir que chacun vit dans son petit algorithme d'information et il n'y a pas vraiment de commun informationnel qui circule entre les uns et les autres. Et ça c'est un drame parce que dans notre société aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des médias qui sont de plus en plus fragmentés, chacun s'informe comme il veut, comme il l'entend, et si on prend un téléphone, on va penser que la France vote écolo, si on prend un autre téléphone, on va penser que la France vote Zemmour en fonction de ce que la personne a consulté. Ouais. Et ça c'est quand même dramatique parce que du coup chacun accède à une réalité qui est orientée en fonction de ses centres d'intérêt. Donc c'est aussi un manque de confiance finalement dans nos institutions. Ça crée un manque de confiance puisque surtout ça crée des bulles où chacun pense vivre dans une micro-société où on est 25 par micro-société, donc c'est quand même un gros problème. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement la grande victoire, bon ça c'est horrible, j'ai l'impression d'être dans un déjà-vu en prononçant cette phrase parce que moi depuis que je suis petite j'entends cette phrase. La grande gagnante de l'élection chez les jeunes, c'est l'abstention. Ouais. Vu et revu, c'est quand même hyper déprimant. Moi je vous avoue que quand je regarde les chiffres en détail des résultats, ça me sidère un peu parce que je me demande finalement, vous disiez très bien 41% des 18-24 ans se sont abstenus, seulement 15% des seniors se sont abstenus. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut l'entendre, les personnes qui dictent la politique qui va s'appliquer pour les 5 prochaines années et qui va avoir des conséquences sur toutes nos vies et celles des générations futures, ce sont les personnes qui ne seront plus là à un moment. Bah oui. Et désolé, je veux pas paraître cynique. On le voit aussi dans les débats finalement, dans les débats sur TF1, sur France Télévisions. Finalement, les personnes qui parlent de politique, qui en ont parlé, qui ont débriefé après l'élection présidentielle, ce sont des personnes. Mais franchement, âgées. Sur le plateau de TF1, le soir du premier tour, il y a les porte-paroles des candidats qui viennent, ils partent vite rejoindre les QG de campagne, et là, on retrouve un plateau avec Daniel Cohn-Bendit, qui quand même est dans nos livres d'histoire parce que c'est Dany Le Rouge et qu'il était là en mai 68. Moi, je suis né en 94, donc mai 68, c'est longtemps avant ma propre naissance. Et aujourd'hui, j'ai presque 30 ans. Enfin, faut quand même si j'adhère sur le fond à ce qu'ils racontent, c'est pas la question, mais à un moment donné, ils ont presque tous 80 ans. Donc, l'espérance de vie en France est 78 ans. Enfin, il y a des générations futures qui vont être concernées par les changements de la planète. Il y a quand même si aujourd'hui il est pour la réforme institutionnelle, visiblement, Luc Ferry, qui est un des quand même, vieux de la vieille des médias, je suis désolée, je veux pas les insulter, je les respecte beaucoup sur le fond. Et la plus jeune du plateau, c'est Ségolène Royal. Ouais. Donc, Alors, justement, vous, Flora Gebali, vous donnez beaucoup de conseils, notamment aux entreprises. Comment réconcilier la jeunesse, selon vous, avec cette vie politique, cette vie publique? Est-ce qu'il faut aussi que les élus aillent directement et beaucoup plus intensément rencontrer ces jeunes, aller dans les lycées, dans les universités, par exemple? Oui, alors ça c'est évident, on n'a jamais fait assez de démocratie dans notre pays, donc bien sûr que toutes les rencontres sont à favoriser, toute la communication politique, un domaine dans lequel j'ai travaillé. Malheureusement, moi j'ai justement travaillé en communication politique parce que je pensais que c'était ça le problème. Je suis arrivée à un moment où c'était l'émergence des réseaux sociaux et où je me disais, moi mes amis, ma génération s'informent exclusivement via ces canaux-là et les politiques n'y sont pas représentés. Aujourd'hui, à peu près 10 ans plus tard, les politiques font quand même un travail remarquable sur les réseaux sociaux. Ils répondent à des youtubeurs, ils accordent tous des interviews à des contenus digitaux. Oui. On a vu Emmanuel Macron donner une interview notamment à McFly et Carlito qui cumulent des dizaines de millions de vues sur YouTube. Voilà, et même ils ont une communication digitale qui est très active. Il n'y a pas une décision politique qui se passe sans qu'il y ait un communiqué qui soit diffusé sur les réseaux, notamment du président de la République. Donc évidemment que les politiques sont actifs, ils ont peut-être pas les bons codes, ça se discute, mais ici c'est pas le sujet. Je crois que le problème est malheureusement beaucoup plus profond qu'un problème de communication, un problème de lien entre les uns et les autres. Il y a un problème de culture politique, c'est que déjà je suis pas sûre que si on fasse des études sur les jeunes de 20 ans, tout le monde sache que c'est les institutions, c'est quoi être député, c'est quoi être parlementaire, et ça peu importe le milieu social, c'est pas une question d'éducation
notamment. C'est vraiment une question le programme d'éducation nationale est très mal fait à ce niveau-là. Il faut que dans les écoles, on apprenne en fait vraiment la hiérarchie politique, ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a tous un téléphone avec Google à portée de main, donc on peut trouver l'info tout seul, mais qu'on apprenne le réflexe citoyen, ce que c'est la démocratie, pourquoi c'est important, comment on l'apprend. Je veux pas non plus jeter la pierre totalement à l'éducation nationale, mais il y a quand même un problème de diffusion de la culture politique. Je vous le dis, la politique, c'est comme le foot. Quand on commence à s'intéresser à la question, alors ça devient passionnant. Et il y a plein de Français qui sont passionnés de politique, qui suivent les matinales de radio, qui adorent ça. Et pourtant, c'est vrai que dans cette génération, ça infuse pas. Le dernier truc que je voulais dire sur ce sujet, c'est quand même que le président réélu est le 3e choix des 18-34 ans et le 2e choix des 35-60 ans. Donc l'ensemble des actifs ne l'a pas élu. Ouais. Et malheureusement, même si là on est reparti pour 5 ans, ça pose quand même des questions. Et ça pose des questions de se dire que la part des seniors dans l'électorat est plus forte que la part de tous les actifs qui sont plus concernés, il me semble, non seulement par le réchauffement climatique, mais aussi par toutes les lois travail et par toutes les questions de remboursement de dettes et toutes les questions politiques qui vont avoir un impact, pas à un instant T aujourd'hui, mais les années à venir. Alors, autre aspect de cette élection aussi sur lequel c'était intéressant, Flora, de vous entendre, c'est le vote d'adhésion à Jean-Luc Mélenchon par une grande partie de la jeunesse au premier tour. Les jeunes, pour rappel, qui avaient très largement voté pour le candidat insoumis, 32% parmi les 18-34 ans. Et beaucoup de ces électeurs, donc, se sont abstenus au second tour, ne voulant pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qu'est-ce qui explique aussi, selon vous, le succès de Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'il soit si populaire auprès des jeunes? Je crois que Jean-Luc Mélenchon a quelque chose de propre aux partis les plus radicaux, à savoir un parler vrai, qui est séduisant. On l'a vu à l'extrême droite et à l'extrême gauche, c'est pareil. Donc il y a cette chose où on se sent directement appelé, on a une discussion qui paraît plus sincère. C'est pas qu'elle est plus sincère, c'est que on l'a vu au débat du second tour, Emmanuel Macron en technicien est bien meilleur que Marine Le Pen, mais Marine Le Pen est meilleure en franc-parler. Mais c'est normal quand on construit des programmes qui sont pas forcément élaborés d'un point de vue de la faisabilité. C'est normal que ce soit plus simple de s'adresser aux gens, c'est logique. Mais je trouve que le débat du second tour était une très bonne incarnation entre le côté sérieux, solide d'Emmanuel Macron, parfois même un peu donneur de leçons, et un peu arrogant, ce qui lui a été reproché. C'est ce qui lui a été reproché, mais effectivement, oui, un peu. Madame Le Pen, vous n'avez pas voté quand vous en aviez l'occasion. Oui, en fait, il lui met des réalités en pleine face. Et elle, bien sûr, quand il faut nous expliquer que en faisant un moratoire sur l'immigration, tout ira mieux dans notre pays, là, ça paraît plus clair pour les Français. Mais c'est un leurre. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Mais il y a une deuxième chose quand même chez Jean-Luc Mélenchon, c'est que la gauche dite fréquentable, ou je sais pas, en tout cas le Parti socialiste qui vous voulez, a quand même vraiment pas réussi à épouser les problématiques de notre génération. Et moi, programmatiquement parlant, je m'explique, c'est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon que je voyais le plus de clarté et de lisibilité, parce que ce soit la transition écologique, le programme d'Anne Hidalgo a été jugé insuffisant, alors qu'elle est une maire dite écolo et elle représente le Parti socialiste et écologique. Que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur la réforme institutionnelle. La réforme institutionnelle, quand on en parle dans les médias traditionnels, ça a l'air chiant à mourir. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Quand ils en ont parlé pendant le débat, on était là, waouh. Franchement, faut être. Moi, je suis. Mais justement, c'est intéressant de parler de la gauche qui a aujourd'hui un défi d'acceptabilité aussi. Jean-Luc Mélenchon appelle à l'union populaire de toutes les gauches, donc, mais beaucoup, donc, au sein de cette gauche traditionnelle, n'adhèrent pas aux idées de la France insoumise. Comment réconcilier aujourd'hui, justement, toutes ces gauches, notamment aussi les écologistes, on voit qu'ils sont assez clivés. Moi, je crois qu'il y a la gauche des idées et il y a la gauche des personnes. Et il faut faire attention parce que, et d'ailleurs on y vient vu qu'on est sur Radio J, quand on est une minorité, non seulement la minorité juive et qu'on est de gauche, on se sent bien seul dans ce pays. Et je sais pas s'il reste beaucoup de juifs de gauche, mais en tout cas moi j'en suis, et dans ce groupe on est bien seul. Donc je pense que c'est très compliqué. Surtout qu'en fait, à côté de Jean-Luc Mélenchon, gravitent des personnalités parfois très controversées. On a encore vu récemment Tabouaf, c'est ce personnage qui a tenu des propos très controversés, antisémites, anti-républicains sur les réseaux sociaux. Également Ouria Boutelja, par exemple, figure des décoloniaux qui parlent de blanchité, de laïcardisme. En fait, tout ça ne donne pas forcément aussi envie, peut-être à la communauté juive, à d'autres communautés, de voter pour Jean-Luc Mélenchon.
C'est maintenant qu'on va voir ce qui va se passer, parce qu'on est à quelques semaines des législatives, il va y avoir des investitures, et maintenant j'appelle tous ceux qui le veulent, que ce soit les associations ou même les citoyens, à commencer le fact-checking, parce que maintenant je sais qu'on sait supprimer son Twitter avant d'avoir ces 10 dernières années de Twitter avant d'avoir une apparence publique, mais c'est maintenant qu'il faut aussi jouer dans les règles de la démocratie. On a un état de droit en France, et moi je crois pas qu'il faille bouder la démocratie pour ces raisons-là. Je pense qu'au contraire, il faut aller regarder ce qui se passe, il faut aller regarder qui dit quoi, qui a dit quoi ces 10 dernières années. Et si on veut, notamment si on est de gauche et qu'on veut recréer une gauche des idées qui soient aussi bonnes sur les idées que sur les incarnations, alors il va falloir aller faire le fact-checking soi-même, puisque ces partis-là n'ont pas l'air de le faire. Ou alors il faut entrer dans les partis, il faut en tout cas il faut entrer en action pour aller regarder aller regarder ce qui s'y passe. Mais effectivement, c'est très compliqué d'accepter un bloc, et on se demande si en 2022 les partis politiques, on voit comme ils sont chamboulés depuis ces 20 dernières années. Il y a aussi cette idée que quand on est dans un parti politique, on accepte une conviction en bloc sans vraiment avoir le choix de trier. Et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui des post-démocrates qui avons trop d'informations, trop d'éducation pour accepter une idée en bloc, et d'ailleurs c'est ce qui a coûté très cher aux partis politiques, parce que dès 2005 on savait pas, par exemple au sein du PS ou au sein de l'UMP à l'époque, qui était pour l'Europe, qui était contre l'Europe. On le savait pas déjà. Donc il faut aussi une lisibilité sur les idées, et je pense que la première chose à faire à gauche, c'est récupérer les bonnes idées, parce qu'elles sont un peu partout à travers les courants de gauche, et créer un socle commun, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, les partis politiques. Ma génération va changer le monde, aux éditions de l'Aube. Alors il nous reste très peu de temps, Flora Gebali. Malheureusement, on n'aura pas le temps aussi d'aborder tout ce que vous faites aussi pour les entreprises, pour accompagner les acteurs économiques dans leur parcours de transition. Mais je vous encourage vraiment, chers auditeurs, à lire ce livre. Peut-être un dernier mot sur la réconciliation des générations. Est-ce qu'elle est possible, souhaitable? Quel est le message que vous souhaitez adresser aujourd'hui? Moi, je crois que la réconciliation des générations, elle est urgente et importante. Elle passe premièrement par le fait que les personnes les plus âgées comprennent les enjeux du réchauffement climatique, parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont un masque devant les yeux qui leur fait faire un sacré déni. Et pour rappel, le dernier rapport du GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour inverser la courbe du réchauffement climatique. Donc c'est un enjeu urgent et important pour nos vies à nous, puisque moi, par exemple, en 2050, j'aurai 56 ans, donc je serai encore là. La première chose. La seconde, c'est que effectivement, je crois qu'on doit réécrire notre pacte social. C'est comme ça que je termine le livre, notre pacte démocratique, et que des valeurs qui ont été très chères à certaines générations, notamment liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont aujourd'hui compliquées à comprendre pour notre génération, parce qu'on les a pas vécues à l'école, on les vit pas dans nos quartiers, les quartiers populaires, notamment, et je pense que il faut aussi accepter que cette génération a besoin d'écrire son pacte, et que aujourd'hui le pacte est dénué un peu de sens pour beaucoup de monde, et c'est très dangereux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Flora Gebali, et puis j'en profite pour dire qu'on peut vous retrouver aussi donc en podcast, puisque vous avez créé votre podcast. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Oui, ça sort un lundi sur 2 sur toutes les plateformes d'écoute, et ça s'appelle Blablabla. C'est un podcast où je disserte avec légèreté sur des enjeux politiques, toujours avec un prisme générationnel, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Flora Gebali, on écoutera ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Une interview à retrouver en podcast, bien sûr, sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio J.